Les Iraniens cherchent à marginaliser les Américains et à se rapprocher des Européens, et ils cherchent à établir en réalité des négociations entre eux et les acteurs européens concernés par ces tractations. D'une part, d'autre part, ils n'entendent faire aucune concession sur le fond. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas arrêter les activités d'enrichissement d'uranium. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec notre ami Meir Matzri, docteur Meir Matzri, orientaliste. Bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on voulait avoir votre éclairage après la première journée des pourparlers à Vienne entre l'Iran et les grandes puissances, et le sentiment que l'on a général, c'est que les Iraniens sont venus réclamer aux grandes puissances des avantages, en tout cas la levée des sanctions économiques, mais ils n'ont pas l'intention d'en donner une contrepartie quelconque. Est-ce que c'est un peu votre impression après cette première journée? Exactement, c'est le sentiment que nous avons aujourd'hui. D'abord, les négociations n'ont techniquement pas encore commencé. Les Iraniens cherchent à marginaliser les Américains et à se rapprocher des Européens, et ils cherchent à établir en réalité des négociations entre eux et les acteurs européens concernés par ces tractations. D'une part, d'autre part, ils n'entendent faire aucune concession sur le fond. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas arrêter les activités d'enrichissement d'uranium et revenir au cadre de l'ancien accord avant la levée totale des sanctions américaines, tandis que les Américains proposent, et les Européens proposent une levée partielle de ces sanctions. Donc ça n'avance pas tellement, d'autant plus que le directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique a été très mal reçu à Téhéran. Il a été très très mal reçu, et ses exigences n'ont pas été satisfaites il y a 6 jours. Donc oui, ça s'annonce extrêmement mal. Alors, que peuvent faire les Américains? Il y a parmi les puissances, il y a les Américains, il y a aussi les Européens. On voit qu'Yair Lapid est actuellement était à Londres hier, il sera aujourd'hui à Paris. Est-ce que il serait exact de dire que les Israéliens essaye un canal de contournement des Américains pour essayer de voir chez les Européens s'il y a une possibilité d'être plus ferme encore que ne veut l'être l'administration Biden? Le problème de l'administration Biden, c'est qu'elle manque cruellement de crédibilité, et elle n'est pas du tout dissuasive. Lorsque vous commencez à négocier en disant d'abord il n'est pas du tout question que l'on mette sur la table une quelconque option coercitive. Il n'y aura pas de plan B. Tout va se passer par la négociation. C'est par la négociation qu'on va régler le problème. Je veux dire, c'est pas du tout dissuasif pour un régime voyou comme le régime iranien. Moi, je pense que la position iranienne et la position d'Israël est une position qui soutient en réalité les négociateurs occidentaux, puisqu'il y a là quelque chose de dissuasif. Israël prend en charge ce plan B. Toutes ces préparatifs qui ont été effectués, ce budget qui a été alloué aux préparatifs de l'armée, la forte présence des services de renseignement israéliens en Iran à travers un réseau d'espionnage très sérieux qui existe dans ce pays grâce à des dissidents, bien entendu. Je veux dire, tout ça, ce sont des éléments de soutien, et ne doit pas être considéré comme des efforts qui viennent entraver les négociations. Le régime iranien est un régime qui ment. Ce sont clairement des menteurs, puisque ils ont beau dire qu'ils ne cherchent pas à avoir la bombe atomique, ils ont beau dire que le nucléaire ne les intéresse pas, qu'ils ont une fatwa de leur guide suprême qui interdit le nucléaire, mais sur le terrain, on voit quand même il y a quand même des progrès extrêmement importants qui sont faits, un enrichissement à 60%, d'autres mesures qui sont faites pour se rapprocher du seuil nucléaire, et des personnalités de deuxième plan en Iran qui parlent de la bombe et qui ne sont pas arrêtées, qui ne sont pas muselées par le régime. Donc à partir de là, je pense que le manque de dissuasion de la part des Américains affaiblit beaucoup la position occidentale.
Alors, jusqu'à quand on veut aller ces négociations peuvent se poursuivre? Est-ce qu'il y a une date limite? Est-ce que parce que, comme le disent la plupart des intervenants du côté occidental, on a le sentiment quelque part que les Iraniens veulent gagner du temps. Jusqu'à quand on peut traîner ce round de négociations et y mettre fin et envisager d'autres options? Il n'y a pas tellement de date butoir, mais je veux dire, il ne faut pas que l'Iran continue à avancer sur la voie de la nucléarisation. Après, ça n'aura pas tellement de sens, puisqu'aujourd'hui, il y a une exigence supplémentaire des faucons, entre guillemets, si j'ose dire, parmi les négociateurs, qui consiste à vouloir détruire le programme nucléaire iranien. Ça veut dire supprimer tous les progrès qui ont été effectués jusque-là par le régime. Tandis que par le passé, il y avait des offres beaucoup plus tolérantes, ouvertes. On parlait même d'acheter à l'Iran l'uranium enrichi. Aujourd'hui, la position a beaucoup changé puisqu'ils ont beaucoup progressé sur la voie de la nucléarisation. Alors jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le régime va infléchir sa conduite. Mais tant qu'il n'y a pas de dissuasion, tant que l'option militaire n'est pas brandie, ça me paraît extrêmement difficile. Je vois l'Occident reculer jour après jour avec les Américains en tête. Et en réalité, ceux qui veulent se battre sont uniquement les acteurs moyen-orientaux. On voit Israël se rapprocher de plus en plus de pays qui s'inquiètent. Justement, comme l'a dit un des éditorialistes ce matin dans la presse israélienne, dans ces négociations, il y a de grands absents. Il y a Israël, il y a l'opposition iranienne, et il y a aussi, par exemple, les pays du Golfe qui sont particulièrement inquiets. Comment est-ce que vous avez le sentiment que ces pays ont un rôle, qu'ils essayent eux aussi d'influer sur les grandes puissances, comme le fait Israël ? D'abord, ces États, ces acteurs n'ont pas lieu d'être dans une négociation de cette nature. D'abord, Israël n'a pas de relation avec le régime iranien. L'opposition iranienne n'est pas du tout reconnue par les Iraniens, au contraire, elle est pourchassée et les Iraniens cherchent à les assassiner tous. Et puis enfin, ce ne sont pas des puissances nucléaires, en tout cas pas officiellement, que ce soit Israël, pas officiellement, je veux dire, et les pays que vous avez cités. Néanmoins, il y a une inquiétude qui est grandissante parmi ces pays. On a vu le chef d'état-major de l'armée de l'air émirati se rendre en Israël officiellement et passer en revue les troupes israéliennes. On a vu également des visites de cette nature d'autres pays du Golfe, des grades un petit peu moins importants. On a vu un rapprochement inédit avec l'Azerbaïdjan, qui aujourd'hui, dans lequel il y a des observateurs militaires israéliens et un projet de base éventuellement. Donc il y a quand même un rapprochement qui est inédit. Et mais non, ce que je veux dire, est-ce que Meir, pardon, est-ce que les par exemple les Émiratis, les Bahreïnis essayent d'influer, comme le fait Israël, cette campagne d'information ou même de pression que mène l'État d'Israël aujourd'hui, comme on le voit avec Yair Lapid? Est-ce que ça existe aussi du côté des Émirats? Bien sûr, il y a un lobbying qui est fait, mais beaucoup moins fort. Il y avait ceux qui, par le passé, il faut savoir qu'avant 2015, il y avait quand même des dirigeants dans le Golfe qui étaient favorables à l'accord avec l'Iran, qui disaient laissons une chance aux Iraniens, peut-être qu'ils vont s'intégrer dans la communauté internationale, qu'ils vont renoncer au terrorisme, que leur conduite va être modifiée. Et en Israël aussi d'ailleurs, nous avions le chef de l'opposition de l'époque, Yitzhak Herzog, président aujourd'hui, qui également à l'époque critiquait Netanyahou, qui considérait qu'il y avait dans la conduite gouvernementale un radicalisme et que ça allait d'une part entraver les relations avec l'Amérique d'Obama et puis de l'autre éloigner les Iraniens de la bonne voie. Et c'était également la position de Yair Lapid. Eh bien, aujourd'hui, nous voyons que tous ceux-là se sont rétractés, que ce soit le président Herzog qui s'est rétracté avant de devenir président. Il avait dit qu'il s'était trompé alors qu'il était chef de l'opposition. Et Yair Lapid également aujourd'hui adopte la position gouvernementale qui consiste à vouloir tout faire pour empêcher un retour à cet accord qu'il disait être un bon accord à l'époque. Et c'est exactement le cas pour les pays du Golfe. Il y a des dirigeants du Golfe qui, en 2015, pensaient que c'était un bon accord. Et ces mêmes personnes aujourd'hui expliquent qu'il ne faut jamais revenir à cet accord, qui était un mauvais accord, qui met en danger l'ensemble du Moyen-Orient.
Donc oui, il y a un changement important, mais le problème, c'est que ce changement n'est pas du tout pris en compte par les Américains et qui semblent ne pas vouloir se battre. Mais la seule chance que nous avons aujourd'hui, c'est qu'Israël a des moyens extraordinaires qu'il n'avait pas justement en 2015, qui lui permettraient aujourd'hui d'effectuer des frappes très importantes, sérieuses, au sein même de l'Iran. Et puis deuxièmement, nous avons des alliances aujourd'hui extrêmement évoluées avec un ensemble d'acteurs régionaux, même s'ils ne sont pas aussi enthousiastes et aussi efficaces qu'Israël, mais en tout cas, ils pourraient nous faciliter la tâche. Et puis enfin, en dernier recours, je pense que l'opinion internationale aujourd'hui est préparée par Israël à l'idée d'une intervention, même si cette intervention n'a finalement pas lieu et qu'on trouve une solution par la voie de la diplomatie, eh bien, la dissuasion est faite grâce à Israël. Il y a quand même cet aspect dissuasif puisqu'Israël est prêt et qu'Israël est capable, de mon point de vue, de mener des frappes qui seraient en mesure de retarder d'une manière très significative l'avancement dans le programme nucléaire iranien à caractère incontestablement militaire. Eh bien, docteur Meir Masri, merci beaucoup pour toutes ces précisions autour donc des négociations qui ont débuté hier, on va dire plus ou moins officiellement, entre l'Iran et les grandes puissances en vue du renouvellement de l'accord de 2015. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Et Chag Sameach.